Bonsoir et bienvenue à cette première nocturne d'actionnariat. Je me présente, Aldo Sicurani, je suis le délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jean-François Tivoli, qui est président-directeur général du groupe Tivoli, un groupe qui fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 millions de capitalisation boursière, un beau parcours boursier depuis quelques années. Un groupe spécialisé dans les outils coupants. Et quand j'ai commencé à regarder votre documentation, le site internet, la première chose, j'ai regardé votre histoire évidemment, et la première chose qui m'a frappé, c'est que vous fêtiez, en tout cas l'origine de votre groupe fête ses 100 ans, c'est votre arrière-grand-père, Lucien Tivoli, qui à l'occasion de la Première Guerre mondiale a commencé à se lancer dans cette activité. Alors est-ce que vous pourriez peut-être sans remonter aussi loin, nous raconter un peu cette histoire familiale, car vous êtes un vrai groupe familial. Oui, effectivement. Alors bonsoir déjà à l'assistance nombreuse. Effectivement, on est une société qui est ancienne, qui a été créée en 1917 en Savoie. À l'époque, c'était parce que les industriels cherchaient à avoir de l'électricité facilement. Et avec la houille blanche, la Savoie était une zone prédestinée. D'où le très grand nombre d'entreprises de ce type, en particulier dans la vallée de l'Arve. Oui, dans la vallée de l'Arve, et puis près de chez nous, à Ugine également, où il y a des aciers qui sont fabriqués. Donc c'est l'origine de la société. Donc mon arrière-grand-père, à l'époque, a effectivement lancé une société d'outils coupants en Savoie. Et il a également travaillé sur l'électrisation du village de Tours, en bâtissant la centrale électrique à partir du ruisseau local. Et une société qui s'est beaucoup développée au fil des décennies, en particulier également avec de nombreuses acquisitions, je crois. Oui, alors l'histoire, donc création en 1917 par mon arrière-grand-père. Mon père a repris en 1961. En 86, on est entré en bourse, donc on est en bourse depuis quand même pas mal de temps. Depuis bientôt 30 ans, vous êtes presque même un peu plus vieux que le CAC 40. Voilà. Et 86, ça a été une époque, suite à l'entrée en bourse, ça a été une époque ensuite où on a eu pas mal de croissance externe. Voilà. J'ai oublié votre question, pardon. Non, je disais que vous étiez avant tout une aventure familiale, une entreprise familiale. Oui. Voilà, c'est une entreprise familiale, donc avec ce parcours historique que je viens de citer. Et aujourd'hui, je suis moi-même PDG de la société, et j'ai mes deux frères dans la société, un qui s'occupe de la finance et l'autre qui est en charge des États-Unis. D'accord. Alors, on va peut-être maintenant revenir sur votre métier et sur les marchés que vous adressez. Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que vous faites et pour qui vous le faites ? Voilà, alors l'origine de notre métier, nous fabriquons d'abord des outils coupants. À l'origine, nous étions fabricants de forêts HSS et nous nous adressons à différents marchés qui vont du bricolage en passant par le professionnel et jusqu'à l'industrie, à chaque fois avec des offres adaptées aux différents clients. Et alors, l'industrie, quand on parle d'industrie, on parle de quel type de clients vous servez ? Alors, dans l'industrie, un de nos marchés principaux, c'est l'aéronautique, naturellement. On est fournisseur de rang 1 de grands groupes aéronautiques en Europe. Airbus, Boeing. Exactement. Et dans ces cas-là, on développe avec eux des solutions d'usinage qui sont à chaque fois spécifiques à des problématiques liées à des programmes d'avion. D'accord. Et l'industrie, c'est une part importante de votre activité ? C'est la plus grosse part, on peut dire ? Alors, on est organisé en deux business units. Une business unit industrie et une business unit qu'on a appelée consumer, qui donc va s'adresser au marché du bricolage et des professionnels. Et ces deux business units font à peu près 50-50 en termes de chiffre d'affaires. Et côté bricolage et professionnel, en fait, vous vendez à la distribution spécialisée ? Alors, on vend la GSB, effectivement. On vend aussi aux distributeurs professionnels, qui peuvent être des fournitures industrielles, des négoces de matériaux. Donc, on vend à l'ensemble de la distribution. D'accord. Avec des offres adaptées aux différents distributeurs. Alors, et aux différents clients finaux.
j'imagine que quand on a parmi ses clients des gens comme Airbus, on doit être à la pointe de l'innovation dans votre domaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'innovation chez Tivoli? Comment vous travaillez? Comment vous développez de nouveaux produits? Et comment vous essayez finalement d'être toujours à la pointe face à, je présume, un monde concurrentiel qui est très fort, non? Typiquement, quand on travaille avec un client comme Airbus, il y a une phase de développement produit qui peut durer jusqu'à 1 an et qui va concerner un poste précis d'usinage chez Airbus, dans un programme d'avion particulier. Par exemple, on peut travailler sur un poste d'usinage qui concerne l'A320 Neo. D'accord ? Et on va avoir un développement très long avec des phases de qualification. Donc à chaque fois, c'est un produit sur mesure que vous faites? À chaque fois, c'est un produit, et au-delà du produit, une solution sur mesure. Parce que le produit s'accompagne aussi de conditions de coupe, de conditions d'utilisation. D'accord. Une fois qu'on est qualifié, par contre, je dirais que on garde le poste. C'est-à-dire que c'est très compliqué de changer, puisqu'on fait partie du process industriel du client. Alors maintenant, je vais à l'autre bout de la chaîne, les produits que vous développez pour les particuliers. Comment vous arrivez à être compétitif par rapport à toute cette offre qui peut venir d'Asie ou à des prix très bas? Comment vous arrivez à résoudre cette équation? Alors, la vraie clé pour nous, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on est en constante innovation et en constante création de produits et de produits nouveaux. Et on a également une grande flexibilité, une grande capacité d'adaptation à ce que va nous demander le client en termes de promotion, en termes de produits, en termes de délai. Mais tout à l'heure, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé des activités que vous avez en Chine et des synergies que vous arrivez à développer entre vos process en Europe et en Chine. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, nous avons aujourd'hui, effectivement, nous sommes implantés en Chine, ce qui nous donne, alors, dans certains cas, la capacité d'avoir un sourcing très efficace, mais également, aujourd'hui, on a une organisation de développement produit qui repose sur un marketing qui est basé en France et qui va travailler avec des ingénieurs chinois qui, eux, vont concevoir, d'un point de vue technique, les produits. Donc, le marketing France, finalement, analyse le marché, définit les produits de façon fonctionnelle, et les ingénieurs chinois vont définir les cahiers des charges des produits. Quand je parle de produits, je parle plus de la partie, aujourd'hui, plutôt la partie plastique, puisque la partie outils reste définie en France. Mais ça nous donne une capacité, en fait, de renouveler les gammes et d'innover qui est grande. Et il y a une espèce de travail en 2-8 qui s'opère entre la France et la Chine, du fait du décalage horaire, qui a pour effet finalement d'accélérer la vitesse de développement produit. Alors, on est dans la distribution. Hein. Clairement, on est dans la distribution où les parties plastiques sont des parties importantes. Ce qui n'est pas moins le cas en industrie. Ce n'est pas le cas dans l'industrie, oui. Je parlais tout à l'heure de votre parcours boursier qui était très flatteur. Alors, ce parcours, la bourse est toujours un jeu d'anticipation. Comment le marché voit votre développement futur? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre stratégie de développement et comment vous comptez pérenniser votre croissance dans les années qui viennent? Vous parlez du marché, nos clients ou le marché boursier? Oui, de vos clients. D'accord. On a plusieurs axes. D'abord, on a Alors, premièrement, pour nous, ce qui est très important, c'est de toujours travailler sur l'offre. C'est une offre puissante qui va faire qu'on va être capable de prendre des parts de marché, quels que soient les secteurs. Ensuite, on a un challenge, même si on est une société qui est très internationalisée, qui a des implantations dans différents pays, des implantations industrielles, on a quand même un challenge qui est le développement à l'international. Donc, on a énormément de parts de marché et de potentiel à l'export. D'accord. À l'export et aussi par le biais d'acquisition, ou c'est surtout un développement organique que vous visez? Alors, il est clair que l'export aujourd'hui, pour nous,
certainement le développement export impliquera certainement des acquisitions. Et vous visez des zones particulières ou c'est surtout des opportunités que vous cherchez? La philosophie générale, c'est déjà de renforcer nos marchés naturels. Notre premier marché, c'est l'Europe. On n'est pas présent dans tous les pays d'Europe. Je pense par exemple à l'Allemagne. Il serait assez naturel qu'on fasse un effort pour renforcer notre maillage européen. Et est-ce que vous avez réalisé des acquisitions récentes qui vont dans ce sens-là ou... Donc, en octobre 2016, on a acquis la société FFDM. C'est une société française, mais qui a la qualité pour nous de renforcer notre offre dans l'aéronautique d'une part et de nous amener des compétences également complémentaires, à la fois techniques et managériales, mais essentiellement techniques. D'accord. Alors, justement, pour finir sur l'aéronautique a connu un développement absolument phénoménal ces dernières années. Vous, en tant que sous-traitant, est-ce que vous sentez que le mouvement va se poursuivre ou qu'il y a un tassement à craindre? Sur l'aéronautique ? Sur l'aéronautique. Alors, l'avantage de l'aéronautique par rapport à d'autres marchés, c'est qu'il y a une visibilité à long terme. C'est-à-dire qu'ils ont une visibilité à 20 ans. Donc aujourd'hui, les perspectives sont des perspectives de très forte croissance. D'accord. Très bien. Bon, on me fait signe qu'il faut bientôt mettre fin à cet échange. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Oui, madame. C'est effectivement, alors on parle du digital, c'est effectivement quelque chose de très important pour nous. On a accès aujourd'hui au marché via la distribution. Les distributeurs sont nos amis et resteront nos amis et nous voulons continuer à travailler via la distribution. Par contre, en tant que marque, il est absolument indispensable qu'on crée un lien direct entre nous et le consommateur final. Donc on est en train de travailler effectivement à cet aspect digital qui consiste pour nous à créer un lien direct entre nous et le consommateur final. Et c'est vrai que c'est une part très importante de la stratégie consumer. Alors, pour rester sur le thème des nouvelles technologies, on voit beaucoup se développer l'impression 3D. Est-ce que c'est pour vous un sujet, une menace ou une opportunité? Bon, vous allez finir par déflorer toute ma stratégie parce qu'une fois qu'on est sur le digital, effectivement, c'est aussi une porte ouverte à des idées ou des offres nouvelles qui font intervenir l'impression 3D dans la partie consumer. Mais dans la partie industrie, l'impression 3D est également quelque chose qui bouscule les lignes. Ce n'est pas dans les faits aujourd'hui, mais c'est quelque chose... C'est pas besoin d'être très intelligent pour imaginer que ça va quand même modifier l'industrie de l'outil coupant. Il y a également d'autres technologies, mais on est dans des mondes qui sont en rupture totale. Par exemple, même la voiture électrique va poser quelques questions sur les gens qui travaillent sur les moteurs. On a la chance, nous, de ne pas être trop dans ce secteur-là. Mais il faut être à l'affût, et c'est, je crois, une de nos caractéristiques, il faut être à l'affût de toutes ces évolutions. Il faut être curieux de ces évolutions. Après, c'est un deuxième, je dirais, un deuxième step que de trouver les solutions. Mais il faut les voir, il faut en être conscient. D'accord. Oui. Oui, alors on a une usine là-bas à laquelle je suis très attaché parce que moi, je suis allé monter cette usine là-bas en 2007 et pendant pratiquement 7 ans, j'étais les 3/4 de mon temps en Chine. Et nous fabriquons des outils pour des marchés spécifiques. Et notamment, c'était l'origine de notre installation en Chine, c'était en vérité le packaging, puis une usine d'outils, pour des marchés plutôt en contre-marque. Okay. Bon, les choses ont évolué. Et maintenant, la Chine, pour nous, c'est aussi un accès au marché chinois. Et on vend de plus en plus d'outils, industrie, sur le marché chinois.
Autre question? Je veux dire, le marché chinois et même au-delà du marché chinois, tout ce qui est Asie-Pacifique. Donc, on a des outils industriels sur le marché chinois. Bon, ça reste, je vais vous dire, l'ordre de grandeur. On vend de l'ordre de 1 million d'euros de produits industrie sur le marché chinois, mais je dirais que c'est vraiment un début pour un marché qui est gigantesque et on a d'énormes opportunités là-bas. Mais on vend aussi autour. On vend en Australie, on vend des produits qui sont plus du côté consumer. Mais pas en Chine du coup, parce que ces marchés-là sont peu développés. Très bien. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier, Jean-François Tivoli, et merci à vous tous pour votre participation. Et puis, le stand de Tivoli est juste là, donc vous pouvez continuer à dialoguer avec Monsieur Tivoli dès que vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui et demain. Merci.